Salut Malo, comment ça va? Hello, ça va bien et toi? Ouais, super. Je suis très content de te recevoir dans ce podcast du Perco. On va parler un peu de ton aventure entrepreneuriale, de ton projet, du coup, avec tes contacts 5 cofondateurs? Ouais, on est 5 associés, ouais. 5 2 associés. cofondateurs et en plus, on a 3 autres associés qui sont arrivés très tôt dans le projet. Ok, cool. On va parler de ça, ton aventure entrepreneuriale, les conseils que tu pourrais donner aussi à des jeunes entrepreneurs et voilà, ta présence au Perco. Bon, ma première question, ça va être très simple. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter ce que fait Revalo? Alors moi, c'est Malodonna, j'ai 28 ans et du coup, je suis, un des 2 cofondateurs de Revalo. Revalo, c'est une en fait, chez Revalo, on réinvente, en fait, la reprise de matériel informatique. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une solution pour que les entreprises aient beaucoup plus d'options qui s'offrent à elles pour se débarrasser de leur ancien matériel informatique qu'elles n'utilisent plus, que ce soit du laptop, du smartphone, de la tablette et à côté de ça, nous, on travaille, vraiment main dans la main avec les reconditionneurs français pour qu'ils aient cette capacité d'approvisionner plus de matériel via notre sourcing et moi, de base, je suis, pas du tout ce monde-là, je suis, ingénieur à la base, mécanique plutôt. Ok. J'ai travaillé en start-up robotique pendant quelques années et en fait, ensuite, j'ai eu un peu, tout qui est aligné pour monter ma boîte. Du coup, j'ai choisi de la monter et puis maintenant ça fait, 3 ans que Revalo existe et qui grandit et Revalo grandit bien depuis 3 ans. OK, ouais. Tu content? T'es satisfait du chemin parcouru? Je suis hyper satisfait, ouais. Déjà, humainement, en fait, t'apprends tellement de trucs. C'est vraiment quelque chose enfin, c'est vraiment l'école de la vie, quoi, tu vois? Ouais. Hem et à côté de ça, en fait, il y a surtout un truc qui est assez chouette, c'est que tu vois grandir ton projet, tu t'impliques dedans tous les jours, tu vis avec ça, en fait, tu vis de ça et nous, en plus, on a réussi à atteindre la rentabilité au bout de 2 ans, tu vois? Donc c'était vraiment chouette. Ce qui est bien, ce qui est pas le cas de toutes les jeunes boîtes, comme toi. Ouais, nous, on avait la chance d'avoir un business model qui est relativement simple et d'être capable d'aller adresser le marché tout de suite. Et en fait, ce qui est assez bien, c'est qu'on a été rentable au bout de 2 ans, tu vois? Et là, on vient de clôturer une levée de fonds pour, accentuer notre croissance, être capable d'aller, un peu plus viser l'Europe. Aujourd'hui, on travaille, plutôt en France, c'est 95 de notre business. On a, 4 de notre business au Luxembourg et très récemment, on a moins d'1 de notre business qui est en Belgique. Et l'idée, c'est d'accentuer, en fait, cette présence dans d'autres pays, notamment en Espagne, en Italie, en Angleterre et à terme, on a une vision d'aller aux US. OK, cool. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on le fait notamment en embauchant, parce que nous, c'est surtout de la croissance humaine. Et donc, là, tu vois, on est en plein process d'embauche, l'équipe fait, on rajoute 50 de l'effectif en 2 mois, quoi. Beaucoup de croissance humaine, notamment parce qu'il y a un gros besoin logistique, c'est ça? Ouais, on a plusieurs besoins. On a vraiment déjà ce besoin commercial qui est énorme, qui est inhérent à notre métier, pour accompagner les entreprises, pour aller essayer de trouver du matériel. Et donc à tous les postes, tu vois? Là où avant, nos commerciaux faisaient ce qu'on appelle du full cycle, donc les commerciaux étaient, nos commerciales, en l'occurrence que c'est 3 filles, mais Maëlle, Yasmine et Talia qui allaient justement, chercher, donc sourcer des prospects, contacter les prospects. S'il y avait un lead, en gros, elles faisaient le rendez-vous, ensuite elles suivaient le deal et ensuite elles les relançaient. En fait, on s'est rendu compte qu'on voulait diviser ça pour être plus efficace. Donc là, on vient d'embaucher justement, par exemple, Samori, sur la partie SDR, donc c'est vraiment de la prospection pure. Ensuite, on a 3 commerciales qui, elles, gèrent la partie AE et on cherche un ou une CSM pour, assurer la dernière partie qui va être dire le suivi du deal une fois que c'est signé, ainsi que derrière le repeat. Et donc il y a ce besoin énorme sur la partie croissance si on veut encore continuer à adresser une plus grosse partie du marché. Et à côté de ça, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que effectivement, comme tu le disais, la logistique prend une place importante parce que nous, derrière, pour être capable de bien adresser le matériel, savoir où il part, il faut connaître l'état au mieux du matériel et notamment à faire, de l'audit. Chez nous, on est capable de faire de l'audit ici, on est capable d'auditer, plus de 100 pièces, par jour par personne. Et ensuite derrière, c'est toute la partie logistique, parce qu'au-delà des flux qui passent chez nous, il y en a pas énormément qui passent chez nous. La plupart, s'ils passent, sont en externe complètement. Mais du coup, tu as toujours du transport de palettes à droite, à gauche, de l'envoi de matériel de conditionnement et ça te prend du temps, ça te prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a ouvert un poste dessus. OK. Pour revenir un petit peu plus aux origines du projet, c'est quoi qui vous a donné cette idée et qui a motivé cette volonté? Parce que j'imagine qu'il y a surtout une grosse, volonté derrière, d'avoir un projet vertueux, utile pour, l'environnement, pour, les gens en général. Ouais, en fait, c'était vraiment, alors moi, j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre en général, tu vois? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me motive depuis que je suis petit. J'ai monté beaucoup d'assos aussi derrière moi pour, créer cet esprit, parce que c'est l'esprit entrepreneurial en tant que tel.
et en fait, je suis passionné par la tech. Aubin aussi. Aubin, tu vois, j'ai cofondé la boîte avec Aubin, je le connais depuis, sur les bancs du CE2, on s'est connus, tu vois? Et en fait, tous les 2, on a toujours été un peu passionnés par la tech, on a toujours voulu créer, de tenter des trucs et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, on s'est dit: «Mais comment est-ce qu'on peut, entreprendre dans la tech, mais sans aller en contradiction avec finalement, aujourd'hui, notre conscience écologique qui est en train de justement qui est grandissante?» On se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire et on s'est dit: «Mais en fait, est-ce qu'on peut consommer mieux sur le numérique?» notamment, comment les entreprises peuvent consommer mieux sur le numérique? Et en fait, j'avais une expérience dans une boîte il y a, c'est un peu plus de 5 6 ans, en job étudiant, vraiment sur la reprise de smartphones. C'était du B2C, c'était pas du tout B2B. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que c'était vraiment complexe, en fait, de te débarrasser de ton matos en tant que client, en tant que, finalement, fournisseur, mais tu te débarrasses de ton matos. Et du coup, c'est pour ça que, on s'est dit avec Aubin, on s'est dit: «Mais attends, on pourrait adresser le B2B, on pourrait rendre les choses plus simples» et comme ça mêlerait vraiment cette passion pour la tech. Ça nous permettrait de faire des trucs innovants, très start-up, machin et à côté être capable aussi vraiment d'avoir un impact hyper positif sur la société. Quand tu vois ce que tu économises par, nombre de CO2 que tu économises par appareil et je te parle même pas de l'impact social, sociétal qu'ont les terres rares ou les métaux à l'intérieur du smartphone ou du PC. En fait, c'est hyper chouette et tu as ce petit, biais de motivation en plus qui te dit, bah, tous les matins, tu sais pourquoi tu te lèves. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est et tu vois, j'en avais discuté la dernière fois donc avec Léonard de Linwave que tu Ouais, connais bien. bien sûr. Pour avoir, travaillé à ses côtés au Perco, à peu près au même endroit pendant, je sais pas, peut-être 1 an, voire même plus. Et lui pareil, projet du coup, à dimension écologique, énorme, qui me disait que ouais, effectivement, avoir un projet aussi vertueux, quand tu te lèves le matin pour aller bosser, tu es quand même content, tu es satisfait, Ouais. tu sais pourquoi tu y vas, il y a un vrai but, derrière. Donc je comprends totalement. Petite question, tu nous as un petit peu parlé de tes associés, de tes cofondateurs. Heu, il me semble que vous avez pas forcément tous le même parcours, Ouais. qu'est-ce que ça a apporté ces différents parcours et sûrement ces différentes personnalités à votre projet? Est-ce que ça a été un atout déjà? Oh ouais, c'est un énorme atout et même au-delà de ça, c'est indispensable. En fait, tu vois, je te parlais déjà d'Aubin, lui, il est plutôt sur la partie il a fait, des études de sciences politiques, des études de com. Donc il était vraiment dans la stratégie de communication en général, relations publiques, même relations internationales si tu vas un peu plus loin. Aubin, il apporte quelque chose de très, très posé, très calme. Tu Mmh. vois? Là où je suis quelqu'un un peu, j'ai toujours envie de tenter des nouveaux trucs et cetera, je vais apporter en fait ouais, c'est ça, je vais apporter vraiment la vision. Lui, il va beaucoup plus poser les choses et c'est ça qui va être vraiment intéressant et en fait, ensuite, on s'est du coup associé à Thomas, Antoine et Étienne. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Thomas, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience de vie. Alors, il a 31 ans, hein, pas énormément, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé dans sa vie. C'est quelqu'un qui est, très tech, aussi un petit peu tout ce qui est institutionnel, donc c'est important. Tu as Étienne qui, lui, a apporté sa vision du marketing. Le marketing, quand tu connais pas, c'est une boîte noire et du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment quelqu'un qui va venir affirmer ta présence sur internet. Et ensuite, tu as, Antoine. Antoine, il a apporté un rôle essentiel chez nous, c'est que, Antoine, il est comptable de formation. Donc en fait, tu as 2 choses super intéressantes dedans. Déjà, c'est le un crack sur la partie administrative, sur toute la partie compta financière, même un petit peu sur la partie juridique. En fait, il est capable de suivre ce qu'on fait avec notre avocat et du coup, en gros, c'est quelqu'un qui va débunker tout ça et être capable de prendre toute cette charge administrative quand tu montes une boîte, elle est monstrueuse. Et le la deuxième chose, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui est par essence hyper structuré. Et en fait, il apporte une rigueur, il apporte des process, il met en place des choses chez nous qui sont hyper intéressantes, encore plus quand une entreprise passe un peu du stade de, start-up à scale-up. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, en fait, ça nous a apporté vraiment un équilibre avec, chacun des profils très différents en termes de compétences, mais même au-delà de ça, en termes de comment tu dans la vie, en fait, de base. Et ces personnes-là étant très différentes de ce que je suis, ça nous apporte une vraie stabilité aujourd'hui qui est essentielle dans l'équipe, quoi. OK. Ça sonne comme, une vraie dream team, hein. Ouais, ouais, c'est la folie. Bah, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on en est là et même, derrière les embauches que tu fais pardon et encore plus les premières embauches sont hyper importantes. Tu vois, je peux pas parler de notre boîte sans parler de Talia qui est notre head of sales aujourd'hui. Talia, elle a bossé, 18 ans aux États-Unis donc elle a vachement cet aspect, ce biais commercial. Mais à côté de ça pardon, Talia c'est une personne qui est hyper impliquée dans le projet. Elle adore ce projet-là et en fait, elle va accompagner les clients. C'est vraiment une craque pour aller chercher, des clients, trouver des entreprises, les convaincre et à côté les accompagner jusqu'au bout. En leur disant: «Bah, voilà, grâce à ça, tu as cette économie» et pour faire un petit lien avec ta question d'avant qui disait,
justement, pourquoi enfin, qui parlait de l'importance de travailler dans quelque chose qui a un impact. Tu vois, Talia, elle me disait une des premières fois où elle arrivait en collègue chez nous, elle voyait le matériel et d'un côté, elle se disait: «Bah, je vois ça aussi comme de l'argent que nous on se fait», effectivement, pour la partie commerciale. Mais de l'autre, je me dis: «Mais je suis arrivé, j'ai halluciné de me rendre compte que tout ça, c'est normalement, ça partait à la benne, quoi». Ouais, ouais. Tu vois? Et ce truc et elle m'a dit: «Le fait d'aller en collecte, ça m'a fait me rendre compte de ça» et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle insiste pour que tous nos commerciaux fassent au moins une première collecte au début. Pour justement se dire: «Ah ouais, Et sur en fait, c'est ça l'impact de mon job» et du coup, j'ai envie de le faire encore plus, quoi. bon, là, je t'ai que toi, je peux pas avoir on peut pas être 6 sur le canapé avec les 5 associés. Mais, est-ce que toi, personnellement, tu as une, qualité, un truc que tu as toujours eu, heu, facette de ta personnalité, quelque chose qui te tu penses c'est une force dans l'entrepreneur, qui t'a accompagné? Ouais, bah, la plus grande force, c'est la résilience. Pour le coup, c'est un mot que tu entends un peu partout, mais en fait, moi, je le vois, la boîte, tu vois, là, je t'ai raconté les belles facettes, la boîte, c'est cool, tout roule, on a levé des fonds en plus, donc c'est-à-dire qu'on était déjà rentable, on a levé des fonds, le truc est en croissance, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais en vrai, il y a des moments durs, on en a eu plein, des moments où, le business model était, pas ouf, on Ouais. en a eu plein. Tu vois, on a eu, un moment quand il a fallu reconstruire une équipe, on était 2 avec Aubin, il a fallu construire une équipe. On était à 3 semaines d'aller chercher un prêt, bah, c'était pas facile de s'accrocher sur le truc. Le nombre de fois où on a, nous-mêmes mis de notre poche pour dire: «Bah, on continue à faire rouler un mois de plus le projet pour payer les gens et on verra si ça passe». Franchement, c'est arrivé pendant toute l'année, enfin vraiment pendant toute l'année 2023, limite c'était assez impressionnant. Même, début même en un peu pas mal en 2024 et donc en fait, tu as vraiment ce truc de tu te prends des claques partout, Ouais. partout, partout et ta capacité à les encaisser et derrière à en ressortir grandi, tu vois? L'échec est important, l'échec, c'est ce qui te nourrit, en fait et en sortir grandi et à te dire: «Bah, après je suis meilleur, je sais que je comprends ça, je suis capable de faire différemment sur ces sujets» et même au-delà de ça, j'ai une capacité d'encaissement qui est plus grosse. En fait, c'est primordial et parce que je connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui, s'est pas pris plein de murs dans la gueule, quoi. Je pense que c'est un des jobs où tu te prends le plus de murs dans la gueule. Mais par contre, c'est un des jobs qui te fait le plus vibrer aussi parce que du coup, tu as cette adrénaline qui te fait vibrer et qui te fait, voilà, qui te fait taffer comme un dingue, tout le temps, tout le temps. Ouais, tu es tellement impliqué que oui, carrément. Donc voilà, je dirais moi franchement, je dirais la résilience et qui va du coup avec, l'acceptation de l'échec et le prendre bien en compte l'échec. En France, on a toujours un peu peur de dire: «J'ai eu cet échec-là». Objectivement, non, c'est bien de faire des erreurs parce que c'est Il y là a que qu'une erreur, en fait, c'est ça, c'est juste un moyen d'apprendre qui est ouf. bien sûr. Du coup, ça m'amène un petit peu à mon autre question. Tu as vu, c'est bien fait. Ouais, merci. Tu connaissais mes réponses, quoi? Hem, c'est qu'est-ce qui a été pour vous le plus gros défi depuis que vous avez lancé Revalo? Hem, Ou la plus grosse épreuve, le truc, plus dur? Ouais. c'est une bonne question. Franchement, on en a eu plusieurs, on a eu plusieurs. En fait, à la base, quand on a lancé, on voulait un modèle B2C, alors sans rentrer dans les détails, qui visait plutôt les universités et juste les smartphones, d'où, le nom Smartfeed à l'époque. Et en fait, on s'est retrouvé à faire un événement, en fait, on avait commencé à lancer en parallèle le B2B qui marchait plutôt bien, mais on se disait: «Le B2C, ça va rester 90 de nos business», quoi, tu vois? Et on lance le truc, événement de lancement, on est dans une université, il y avait, un rassemblement d'assos qui nous avait invités, enfin bref, on avait un stand, tout était rodé, on avait une appli de dingue qui nous avait coûté 30 000 balles à développer et on arrive et il y a une personne qui se plante en 5 heures, littéralement et en fait, c'est là où tu te dis: «Beh, j'ai mal adressé mon business model, je me mon marché, je me suis il y a quelque chose sur lequel on s'est trompé». Et en fait, effectivement, on s'est trompé, on s'est trompé de cible. On a essayé d'aller chercher du B2C alors qu'en réalité, on aurait galéré à faire quelques volumes en B2C alors qu'en B2B, il y avait énormément de besoins. Et donc là, on s'est planté la gueule et en fait, littéralement le lendemain et je rigole pas, le lendemain, on a, complètement dit: «Bah, écoute, le B2C, on abandonne». Par contre, tout ce qu'on a appris sur les process de reprise en B2C, parce que c'est comme ça qu'on les a développés, on les applique au B2B. Et en fait, ça a permis, d'être opérationnel sur le B2B 2 semaines après, mais littéralement opérationnel et en fait, derrière, ça nous a permis de faire pas mal de deals et de commencer à être enfin, commencer à rentrer de l'argent, tu vois? Et notre premier deal, tu vois, on fait 40 € sur notre premier deal pour te dire en B2B. Là, aujourd'hui, on est en panier moyen plutôt à 2 000 €. Donc on a bien grandi sur ce truc-là. Ouais et donc tu as eu, cet événement qui a été, assez complexe et si je dois en citer un autre et puis tu choisiras au montage au pire. Mais, si je dois en citer un autre, c'est qu'à la base, on a cofondé la boîte à 4. On n'était pas 2. Il y avait deux autres gars, Jonas et Alex, voilà avec qui, on s'entendait très bien aussi et en fait qui,
On avait monté la boîte, on venait de déposer les statuts, on avait commencé bien on avait bien avancé le projet et puis on allait faire une demande de prêt d'honneur, 60 000 balles, un truc comme ça et en fait, c'est assez marrant parce que, à ce moment-là, les 2, mais à 3 jours d'intervalle, nous disent: «Écoute, moi, je vais arrêter parce que je veux pas m'engager financièrement», parce que tu t'engages financièrement quand tu prends un emprunt, parce que c'est toi qui t'endettes, c'est pas la boîte qui s'endette quand tu prends un emprunt, un prêt d'honneur et en fait, nous, on a décidé de plutôt de se focus à plein temps. En fait, on veut bien, aider de temps en temps, mais là, on se rend compte que ça va au-delà de ça et que du coup, on sera pas prêt à se mettre un plein temps, quoi et du coup, on s'est retrouvé à 3 semaines du jury, à 2 avec Aubin et avec Aubin qui me disait: «Bah, en fait, peut-être que là, faut arrêter parce qu'on n'y arrivera pas ou quoi que ça». Et à un moment, je lui ai dit, je me souviens, j'ai dit: «Aubin, bah, écoute, donne-moi une semaine et je te retrouve une équipe». Tu vois? Et en une semaine, on a retrouvé, 3 associés. On a pris l'emprunt que sur nos têtes, Aubin et moi, ce qui était trop tard pour impliquer les autres, mais ce qui était pas du tout un problème. Et par contre, on est arrivé, on était plus rodés. En fait, on sort l'avantage, c'est que pendant les négos avec nos nouveaux associés, on sortait, on arrivait avec en disant: «Bah, on a chopé 60 000 balles d'emprunt». Et en fait, du coup, ça a aussi permis de motiver les associés à venir. En fait, ce qu'ils se disaient: «Je prends aucun risque et je sais qu'il y a une boîte qui a déjà un peu d'argent, quoi». Donc c'est cool. OK. Et à l'inverse, la grande épreuve, pas épreuve, mais la grande étape, que vous avez franchie, récemment ou pas? Truc dont tu es fier? Hem, En fait, j'ai envie de dire la levée, mais je sais pas si ça représenterait réellement ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on a toujours essayé de même si on adore, tu vois, le milieu startup et cetera, nous, notre business model, il est pas de lever sur lever et de faire de l'hypercroissance et de jamais être rentable. Donc en fait, je vais te donner les 2. Je vais te dire, bien sûr qu'on est super fiers d'avoir onboardé, tu sais, on a levé un peu plus de 300 000 €, on a onboardé, 13 qua 14 investisseurs, dont certains qui nous accompagnent tous les jours, enfin vraiment, exceptionnels. On a intégré Tomcat, qui est un super programme d'accélération. On est, suivi par le, Perco, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux et on est suivi par toute la team Schoolab qui est, trop cool dessus, tu vois? Et mais à côté, en fait, je pense que c'est vraiment au moment où le premier mois, où on a vraiment atteint cette renta. C'est-à-dire qu'on a dit: «Mais en fait, ce mois-ci, les gars, on a, gagné plus d'argent qu'on en a dépensé». Et en gros, ce qui nous rend fiers aujourd'hui, c'est de se dire qu'entre novembre 2024 et juin 2025, on a embauché 4 CDI. Sans lever, sans rien, juste avec l'augmentation de notre chiffre. Et en juillet 2025, on est en neutre, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'argent, on n'en gagne pas, mais on perd pas d'argent. Donc en fait, on a réussi à piloter de la croissance légère, mais de la croissance justement sans, levée de fonds et derrière cette levée de fonds nous permet de scaler encore plus et de se dire: «Bah, on est capable d'aller chercher beaucoup plus haut et pas de s'effondrer d'un coup, quoi». Carrément. Trop bon. Bah, c'est des belles nouvelles et des belles épreuves franchies, des belles histoires Clairement. franchies. Maintenant, si tu devais partager une astuce, un truc qui t'aide au quotidien, je sais pas, par exemple, à sortir un peu la tête du guidon ou à garder le rythme, c'est qu'il y en a pas? Je sais pas, Je sais que pour certains, l'important, ça va être, décompresser, tu vois? Au moins une fois par semaine, sortir, heu, avec, des amis ou des personnes qui travaillent pas forcément avec toi, ni que tu vas pas forcément parler de boulot. Ce qui est plutôt dur dans l'entrepreneuriat où ouais, tu focus à fond sur ta boîte H24. puis même quand tu vois tes potes, tu as tendance à beaucoup, rabâcher les trucs sur la boîte. Tu arrives à détacher toi, justement? J'y arrivais pas. Pendant 3 ans, j'ai pas réussi. Pas un seul moment. Enfin, c'est-à-dire que je passais mes week-ends, je pensais à ça. Quand je voyais mes potes, ils me demandaient en fait, logiquement aussi, c'est une expérience de vie tellement forte que les gens te posent plein de questions et du coup, tu te retrouves à en parler parce que toi, ça te fait plaisir, mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu en parles aussi beaucoup, donc tu étais vraiment toujours centré dessus, quoi. Et non, vraiment, même mes week-ends, je pensais qu'à ça tout le temps. Je me souviens vraiment de plein de moments où je me couchais le vendredi soir, j'avais qu'une hâte, c'était d'être le lundi, tu vois? Ce qui est plutôt l'inverse d'habitude. Ouais, ouais. Mais parce que je vivais vraiment le truc. Et maintenant, en fait, depuis quelques mois, maintenant, j'arrive à prendre un peu plus de recul et à me dire: «Bah, j'ai réussi à, c'est-à-dire que je suis vraiment content d'être en week-end, je suis content de me poser, de voir des gens, de penser à autre chose et j'arrive à penser à autre chose dans ces moments-là où avant j'y arrivais pas et à côté de ça, je pense que j'en suis aussi plus efficace dans la semaine parce que tu es moins à la tête dans le guidon, tu vois? Donc non, j'ai pas tant de moi, j'aime beaucoup voir plein de gens différents. J'aime beaucoup aller à la rencontre de gens, que ce soit même professionnellement ou même personnellement. Donc en fait, je sais que c'est ça qui me permet de sortir aussi du truc, de rencontrer de nouvelles personnes et de me nourrir des nouvelles personnes que je rencontre. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même pas. Enfin, tu vois, tu me vois demain à une soirée, je vais être la personne qui va aller voir tout le monde, qui va dire bonjour à tout le monde et qui va aller discuter avec tout le monde parce que c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est de rencontrer un peu les nouvelles personnes et de se dire, bah, tu te nourris toute ta vie, tu te nourris des rencontres que tu vas faire. Et donc pour ça, bah, faut pousser à faire des rencontres. Et je pense que surtout derrière, ça te structure énormément et ça t'apprend, énormément
heu, plein de notions derrière de voilà, de compréhension sur les gens, de respect, plein de chemins de vie différents et c'est ça qui est intéressant, quoi. Bien sûr, carrément, je vois totalement ce que tu veux dire et ça me permet de faire une belle transition avec, mon sujet suivant. Ouais. Est-ce que tu penses que, d'avoir, été au Perco et d'avoir été longtemps au Perco, ça t'a permis du coup, justement cette possibilité-là de rencontrer plein d'entrepreneurs, même plein de d'agents de la région, de start-upers, de coachs, d'experts et cetera? Est-ce que ça a été, c'est quelque chose que tu retiens de vraiment positif? Ouais, bah, en fait, nous on avait déjà on était chez Schoolab avant, donc on avait un peu rencontré certaines personnes de l'équipe aussi. Quand on est arrivé au Perco, donc on connaissait déjà des startups, mais pas du Perco et quand on est arrivé au Perco, on a voulu aussi, bah, être dans ce mood-là. En fait, moi, je suis persuadé qu'un incubateur, quel qu'il soit, ou un accélérateur, enfin, on s'en fout, mais ça a de la valeur que si tu vas en chercher et notamment que ce soit en allant rencontrer des gens, en allant rencontrer les coachs, parce que les coachs sont là pour te suivre, pour t'aider. C'est des gens qui globalement sont bien meilleurs que toi sur à peu près tous les sujets. Et du coup, c'est là où c'est intéressant parce que tu vas aller discuter avec ces gens-là et tu vas te dire: «Bah, ouais, tain là, il a raison sur ça, il a raison sur ça». Et à côté aussi, je suis persuadé que discuter avec des startups, qu'elles soient plus grandes, plus petites au début, à la fin, enfin, on s'en fiche, qu'elles soient, limite en faillite ou, limite qu'elles aillent bien, en fait, je suis sûr qu'elles à force d'échanger, tu vas apprendre des trucs, tu vas te dire: «Bah, tiens, je ferais bien ça comme ça, effectivement, c'est assez malin». Donc nous, on a rencontré des gens super chouettes ici, ça a été vraiment cool, je pense à, Sébastien, je pense à Team Miniwave aussi qui était vraiment chouette et en fait, tu rencontres ces nouvelles personnes-là et je trouve que ça te crée aussi ce truc de, bah, quand tu as une bonne nouvelle, tu as envie de le partager avec eux et vice versa et je pense que c'est encore plus important quand tu es solopreneur, enfin entrepreneur seul. Moi, par exemple, je pourrais pas du tout parce que je trouve que c'est compliqué de pas partager enfin, même si tu partages ces choses-là, en fait, tu partages pas de la même manière si tu le vis et du coup, je trouve que c'est encore plus important pour ces gens-là et du coup, de pouvoir partager les les réussites, les défaites, avec, justement entrepreneurs, je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Encore plus dans un lieu aussi chouette, que ça, quoi et très stimulant surtout, en fait. Bah, ouais, donc, en résumé, content d'être, de faire partie d'Hypercode et Donc puis content, ouais, content. Il reste plus qu'un an mais c'est cool. ça va. Ça fait un an, ouais, ouais. Non, non, trop bien et en fait, même, tu vois, typiquement, nous, on a un de nos parrains à la région qui s'appelle Stéphane et en fait, Stéphane, depuis, 6 mois, se décarcasse un peu à aller trouver justement des gens à la région qui pourraient, pour qui notre projet pourrait avoir de l'importance, que ce soit pour aller chercher du financement, que ce soit pour aller chercher du business, pour aller chercher, de la conférence, de la formation, des trucs comme ça. Franchement, tu vois, même encore, ce matin-là, il est encore venu avec quelqu'un, il nous a présenté quelqu'un, donc il a aussi cette volonté d'ancrer un nouveau truc. Après, je pense qu'on est vraiment tombé sur une pépite, il est vraiment, vraiment bien. Mais, il a cette volonté à, dire: «Bah, on arrive à mêler les 2 qui sont la région et les startups, quoi». Tout à fait. C'est vrai que ça, on l'a pas forcément abordé, mais l'un des gros avantages, du Perco qu'on propose, à nos startups, c'est de pouvoir être en lien directement avec la région parce on est dans les locaux de la région et on est également totalement en lien avec la région. C'est-à-dire que par le système de parrain, de marraine, par exemple, des startups peuvent, être aidées et entrer en relation justement avec, certains services ou, certains élus. Donc, ouais, ça, c'est un énorme avantage pour eux. Ouais, clairement. Maintenant, j'avais une autre question. Si tu pouvais donner un conseil au Malo d'il y a, vous avez lancé Sporty il y a combien de temps? 3 ans. 3 ans? Si tu pouvais donner un conseil à Malo il y a 3 ans, au tout début de votre projet, qu'est-ce que ça serait? Un seul. Bah, continue en fait, et pas peur de tenter les choses. Peut-être que je lui dirais d'aller sur le B2B avant, un peu plus tôt. Tu vois? Bien sûr qu'on a appris des choses et c'est chouette. Si c'était à refaire, jamais je referais du B2C, en tout cas sur ce projet-là et je pense même sur beaucoup de projets. Je pense que c'est faire du service en B2B, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Faire du produit B2C, c'est vraiment complexe. Il faut beaucoup de marketing, c'est très cher. Faut aller chercher les gens un par un, en fait, Ouais et tu as tes marges qui sont beaucoup plus difficiles à négocier là où tu as plus d'argent effectivement en B2B. Donc moi, ce serait plutôt ce truc-là et hem et vraiment bah, limite de le pousser encore plus et de dire: «Mais rends-toi compte plutôt que tu as vraiment envie de faire ça et que tu as voilà, qu'il faut que tu t'obstines dans cette voie-là». Donc c'est ce que j'ai fait, tu vois? Mais même au début, tu sais, tu as toujours un peu peur de te lancer, tu sors de ton truc, tu as un job, enfin, on te propose un job, une situation, qui est stable, tout le monde te dit autour de toi: «C'est cool, tu vas pouvoir aller acheter ton appart et machin». Toi, tu décides de te foutre au chômage pour monter ta boîte. c'est Heu, ça une prise de tu risque.
Ah ça, t'as pas beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses et en fait tu te dis: «Bon je vais tenter ça et au pire, bah, si je me plante, je recommence, enfin je recommence, je reprends un taf normal et tout», mais je pense que c'est encore plus dur, d'autant plus dur de revenir dans un taf normal après. Donc ouais, vraiment obstine-toi, vas-y fonce Et puis pas bite aussi. et puis pas de bite aussi quoi. OK, ça Ouais, marche. clairement. Et du coup, Revalo, tu le verrais, ça serait quoi là ton ambition, les objectifs, à 1 an et à 3 ans pour Revalo? Alors mon ambition à 1 an, c'est d'être, présent dans plus de 7 pays en Europe, et d'avoir fait, au moins 3 deals dans chacun. Tu vois, typiquement ce que je te disais, on est en France, au Luxembourg, là en Belgique, on commence. On est en discussion avec les UK notamment en ce moment. Heu, on a des avancées sur les Pays-Bas, sur l'Italie et sur l'Espagne. Mais c'est d'être capable d'avoir ça, c'est, d'avoir justement une équipe pour te dire nos ambitions dans 1 an, c'est d'être, plus une quinzaine dans l'équipe. Aujourd'hui, on est 10 à l'heure actuelle, on devrait être 14 en janvier. Donc, déjà ça avance bien. À l'heure actuelle, on est en novembre, début novembre. Hem et ensuite, si tu me dis, dans 7 ans, c'est ça? Non, de un entre à 1 an et à 3 ans. À 3 ans, pardon. Dans 3 ans, en fait, l'idée, c'est d'être le leader sur la partie reprise de matériel en B2B. Donc, Revalo doit être la référence. Il faut que tu te dises quand tu as, du matériel informatique, dont tu veux te débarrasser, tu es une entreprise, tu as un DSI, tu es un office manager, tu es enfin, tout ce que tu veux. En fait, ton réflexe, c'est quoi? C'est Revalo. C'est-à-dire que tu te dis: «Ah putain, je sais que en fait, c'est connu, c'est quelque chose de connu que, te débarrasser de ton matériel, bah, c'est Revalo et pas autre chose» et que nous, justement, on continue à travailler avec de plus en plus de reconditionneurs, de repreneurs pour être capable de sourcer un maximum. On parle beaucoup d'un truc et une phrase qui m'avait beaucoup fait marrer, je sais plus qui avait dit ça, mais c'est un de nos quelqu'un qui nous suivait et un investisseur, je crois et qui a dit: «Mais en fait, c'est assez marrant parce que, tu sais, c'est compliqué d'aller chercher du matériel. C'est-à-dire que le matériel informatique, tout le monde en cherche, les reconditionneurs en cherchent pour pouvoir en vendre». Parce qu'en France, il y a beaucoup de demandes et en fait, c'est comme si tout le monde savait qu'il y avait de l'or, mais je parle pas vraiment du composant, mais juste de l'or, voilà, du matériel qui a de la valeur un peu partout, et donc il y avait des mines d'or, mais personne n'était prêt à creuser et en fait, nous, c'est un peu ce travail-là qu'on fait, c'est qu'on vient creuser pour essayer de trouver ce matériel. Ça s'appelle des gisements, nous et ces gisements-là, on vient les proposer à des reconditionneurs et donc je pense et on a cette ambition-là dans 3 ans d'être la référence sur le marché français, en B2B. Bah, super, en tout cas, je vous le souhaite et puis ça a l'air bien passé donc Merci, ouais, hâte ben, de de voir l'évolution. bah, ouais, carrément et puis merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Beh, merci beaucoup Malo d'être venu dans le podcast du Perco et puis à bientôt. Et bah, avec plaisir et puis merci Colin de m'avoir invité. Je t'en prie. Ciao.